Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Il sera aujourd'hui question d'histoire. Avec un livre d'histoire marquant, une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, traduit ici de l'anglais par Frédéric Coton chez Agon Mémoire sociale. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là et cette histoire populaire des États-Unis? L'adjectif populaire est évidemment essentiel pour comprendre ce livre. C'est une histoire des États-Unis, comme on peut s'y attendre, qui va retracer depuis l'arrivée, la conquête de Christophe Colomb jusqu'à, sinon aujourd'hui du moins, l'époque de l'écriture du livre, cette histoire donc des États-Unis. On va arriver jusqu'au début des années 2000, l'époque des attentats du 11 septembre, qui termine ce livre. Donc, une histoire des États-Unis. On peut en trouver des histoires des États-Unis, beaucoup. Celle-ci est populaire. Et c'est une histoire des États-Unis qui va prendre le contre-pied de l'histoire officielle, de l'histoire telle qu'elle est racontée par des élites. C'est l'histoire des États-Unis vue par le peuple. Alors qu'est-ce que c'est que le peuple? Vaste question. Chez Howard Zinn, on va toujours aller regarder les personnes qui sont discriminées, les personnes qui sont pauvres, les personnes qui sont exclues, plutôt que les élites, alors que, d'ordinaire, ce sont les élites qui intéressent. Et ce que montre dans tout ce gros livre, très documenté, Howard Zinn, c'est que, au fond, aux États-Unis, une petite élite a, depuis toujours, du moins depuis l'arrivée de Christophe Colomb, cette petite élite, elle a accaparé les richesses et le pouvoir. Mais ceux qui étaient privés de ces richesses et de ce pouvoir se sont sans cesse révoltés contre cette situation. Et donc, cette histoire populaire des États-Unis nous montre à la fois comment les élites accaparent pour eux le pouvoir et comment ils profitent des personnes dominées, mais aussi comment ces personnes dominées refusent la situation telle qu'elle est imposée par le 1% à peu près qui détient l'argent et le pouvoir. Donc c'est un livre engagé que cette histoire des États-Unis, engagé politiquement, clairement à gauche, engagé aussi dans des mouvements pacifistes, parce que les victimes des guerres nombreuses menées par les États-Unis sont des gens du peuple, alors que ces guerres sont décidées par l'élite, et que ces guerres coûtent un argent terrible qui n'est pas investi dans la santé, dans de meilleures conditions de travail, etc. Donc, une histoire engagée, mais une histoire aussi très documentée, très riche, qui parcourt plusieurs siècles et qu'on lit avec beaucoup d'intérêt parce que c'est très vivant, parce que les témoignages sont très nombreux, parce qu'on arrive à se mettre à la place des gens qui vivent des situations difficiles, des situations injustes. Et évidemment, en tant que lecteur,
on est convaincu. Alors bien sûr, il faudrait contrôler, il faudrait faire un travail historique critique par rapport à tout ce qui nous est raconté dans cette histoire-là. Il y a un point de vue affirmé de Howard Zinn. Est-ce que ce point de vue ne déforme pas la réalité pour la faire correspondre à ce qu'il veut démontrer? C'est possible parfois. Je n'ai pas les moyens d'aller faire un travail critique qui viendrait nuancer peut-être ses propos, qui viendrait pointer des erreurs. Là n'est pas la question, du moins pour moi actuellement. Sans doute que ce travail de critique a été fait. C'est un livre qui a eu un impact considérable aux États-Unis, qui a servi de base pour des manuels dans certains États américains. Donc c'est un livre qui compte véritablement dans la manière dont ce pays, le pays qui domine le monde à l'heure actuelle, perçoit son histoire, et sans doute c'est un livre qui a changé la manière dont les États-Unis perçoivent leur histoire. Alors, j'ai corné plein de pages que je trouve intéressantes pour faire cette petite présentation, mais il y en a tellement que si je me mettais à toutes les lire, j'y passerais plusieurs heures, et que je n'ai pas plusieurs heures devant moi, et j'imagine bien que les gens qui se retrouvent ici à écouter cette vidéo n'ont peut-être pas non plus plusieurs heures devant eux. Je vais simplement parcourir la table des matières, et puis peut-être je pointerai 2 ou 3 choses dans le texte lui-même, mais simplement pour montrer la diversité des approches de Howard Zinn, et puis essayer de synthétiser son point de vue. Il y aurait sur toutes ces questions-là à aller faire des recherches plus approfondies sur certains points, sur certains événements. Le chapitre 1, c'est Christophe Colomb, les Indiens et le progrès de l'humanité. La figure de Christophe Colomb découvrant l'Amérique. Mais l'Amérique, elle est déjà découverte depuis longtemps. Et que fait Christophe Colomb, et que font les gens qui arrivent après lui? Ils commencent à massacrer ces Indiens d'Amérique. Donc, d'emblée, l'histoire moderne des États-Unis se fonde dans un crime. Chapitre 2, vers la ségrégation raciale. Une fois qu'on n'a plus assez d'Indiens pour les faire travailler, on fait venir d'Afrique des esclaves. Avec un racisme épouvantable, et aussi, et c'est ça qui est peut-être intéressant, le fait que l'esclavage soit fondamental aux États-Unis à l'époque des débuts, au XVIIe siècle par exemple, XVIIIe siècle, etc. On le savait. Ce qu'on connaissait moins, ou ce que je connaissais moins en tout cas, c'est les révoltes d'esclaves, permanentes. Les esclaves n'acceptent pas cette situation-là. Et ils sont même souvent soutenus par d'autres personnes qui sont défavorisées, sans être esclaves, sans être des esclaves noirs, des blancs aussi. Le chapitre 3, c'est ces individus de viles et indignes conditions. Justement, sur les classes populaires, les travailleurs qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas, au début de l'histoire des États-Unis, à l'indépendance, n'ont pas le droit de vote. Il fallait être propriétaire de terre, il fallait avoir un certain argent pour pouvoir voter. Donc cette grande démocratie basée sur des principes très nobles était réservée à une petite élite d'hommes blancs. Alors que nombreux sont déjà les autres hommes blancs qui n'ont pas le droit de vote parce qu'ils n'ont pas d'argent ni ne possèdent des terres. Mais évidemment, les Indiens d'Amérique, qui sont là depuis bien plus longtemps, les Noirs, les femmes, ne votent pas. La tyrannie, c'est la tyrannie. Voilà le chapitre 4,
qui évoque justement cette fondation des États-Unis, pas si démocratique que ça, ou plus démocratique en théorie qu'en vérité. 5. Une étrange révolution, qui montre que pendant la Révolution, les révoltes populaires se poursuivent, que le peuple n'est peut-être pas forcément enthousiaste pour cette révolution contre les Anglais, parce que les gens qui font la révolution, qui sont plutôt des gens aisés, eux-mêmes se comportent de manière tyrannique. Et donc, contre qui la révolution? Par qui la révolution? Voilà plein de questions. 6. Les opprimés domestiques. Les opprimés domestiques, ce sont évidemment les femmes. Complètement oubliées dans la Révolution. Les femmes cantonnées à leur maison. 7. Aussi longtemps que l'herbe poussera et que couleront les rivières. Ça, c'est un des drames les plus terribles de l'histoire des États-Unis. C'est les déplacements, les déportations de populations indiennes d'Amérique qu'on va forcer à quitter leurs terres. Ces gens-là vivaient depuis des siècles sur des terres qu'ils considéraient comme sacrées. Et on va les forcer à quitter ces terres. On va massacrer ceux qui refusent de quitter ces terres. Ça, c'est une chose absolument, absolument terrible. 8. Nous ne prenons rien par conquête, Dieu merci. C'est sur la guerre contre le Mexique, d'après Howard Zinn, provoquée par les États-Unis, sans que le peuple soit forcément enthousiaste pour cette guerre, malgré les discours. 9. Esclavage sans soumission, émancipation sans liberté, qui montre que l'esclavage a été certes aboli, mais que la situation ensuite va quand même être extrêmement difficile. 10. L'autre guerre civile, c'est les nombreuses révoltes, les nombreuses grèves dans différents métiers, la manière dont se forment des syndicats, des défenses des ouvriers face à des élites qui s'enrichissent de plus en plus. Ce qu'on voit aussi dans le chapitre suivant, le chapitre 11, les barons voleurs, les rebelles. Vous avez des gens qui vont s'enrichir énormément par la conquête de l'Ouest, le chemin de fer, par la spéculation sur les terres, par la création de grandes banques, etc. On pense à ces noms, Rockefeller, J.P. Morgan, tous ces grands noms qui entrent dans ce mythe des États-Unis comme étant partis de rien, et puis le rêve américain, c'est on va bâtir une nation et bâtir une fortune à partir de rien. Et quelques individus ont peut-être réussi à faire cela, mais s'ils ont réussi à faire cela, c'est en appauvrissant beaucoup d'autres. 12. L'Empire et le peuple. Les États-Unis, pays impérialiste, pays qui a, comme d'autres, et peut-être moins que d'autres, mais qui a quand même occupé d'autres pays. Notamment, par exemple, il est question des Philippines. 13. Le défi socialiste. Il y a eu des socialistes aux États-Unis, et ils ont été, sinon puissants, du moins dangereux pour les élites qui ont constamment réfréné ces mouvements socialistes. 14. La guerre et la santé de l'État. C'est sur la Première Guerre mondiale, où on a là aussi eu de la peine à convaincre les Américains, les soldats américains d'aller combattre.
15. De l'entraide par gros temps, toujours sur ces questions de révolte. Dans les années 1920, où on a la grève des mines et des chemins de fer, où on a, bien sûr, ensuite, la grève de 29, le New Deal de Roosevelt. Roosevelt, c'est presque le président qui est le moins égratigné dans cette histoire-là. C'est le seul qui est un peu sauvé. Et encore, on montre bien que dans son New Deal, il avait le soutien des élites, des grandes entreprises qui avaient intérêt à ce que la machine soit relancée après la crise. Donc, il n'a pas lancé des travaux dans son fameux New Deal uniquement pour lutter contre le chômage et la pauvreté. C'est aussi parce qu'il y avait un intérêt économique derrière. Et toujours dans cette histoire des États-Unis, Howard Zinn revient là-dessus. C'est ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt des grandes entreprises. Et aujourd'hui, plus que jamais. Chapitre 16. Une guerre populaire. Point d'interrogation. La Deuxième Guerre mondiale. Là aussi, les Américains sont intervenus, mais pas forcément avec l'enthousiasme du peuple. Les Noirs d'Amérique, quand ils vont se battre contre le racisme en Europe, ils se disent « Mais attendez, le racisme, chez nous, aux États-Unis, c'est une réalité aussi. » Et même dans l'armée américaine, ces Noirs américains sont discriminés. Donc on voit les contradictions, elles éclatent au grand jour. Donc, Deuxième Guerre mondiale, pas forcément une guerre populaire pour les États-Unis. 17. Où bien explose-t-il? C'est la lutte pour les droits civiques des Noirs d'Amérique. La répression dont elle fait l'objet, mais aussi le fait que c'est parce qu'il y a eu des révoltes, parce qu'il y a eu des violences, que les États-Unis ont pu abolir des discriminations, même si on voit encore aujourd'hui qu'elles sont encore vivantes. 18. Vietnam, l'impossible victoire. La guerre du Vietnam, qui a tué de nombreux Américains, qui a tué évidemment encore plus de Vietnamiens, et qui a été perdue par les États-Unis, et qui a été le moment aussi d'une très très forte mobilisation contre la guerre, contre le fait qu'on aille à l'autre bout du monde, tuer des Américains et tuer des gens de ces pays-là, sans réussite. Et là aussi, les élites elles-mêmes n'allaient pas se faire tuer. 19. Surprises. Quelles sont ces surprises? Ce sont les mouvements d'émancipation qui apparaissent dans les années 1960. Le féminisme, des mouvements de révolte dans les prisons, et des mouvements de révolte aussi. Et là, je vais quand même aller chercher le passage. Des moments de révolte chez les Amérindiens, qui vivent désormais dans la misère. Ce sont les plus pauvres aux États-Unis aujourd'hui, les Amérindiens, et à l'époque déjà, des gens qui vivent sur des terres qu'on leur a volées ou qui ne peuvent même plus vivre sur ces terres-là, malgré des traités jamais respectés par les autorités américaines. Et donc, dans les années 1960, ils vont se révolter. Je vais aller chercher un petit passage. Les Indiens se défendaient non seulement physiquement, mais également avec les armes fournies par la culture des Blancs. Les mots, les journaux, les livres. En 1968,
les membres de la nation Mohawk d'Awessasne, je ne sais pas parler ce langage-là, malheureusement, donc je m'excuse de la prononciation, sur le Saint-Laurent, lancèrent un excellent journal, les Akwesasne Notes, avec des informations et de la poésie, le tout habité d'un remarquable esprit combatif et, ce qui ne gâtait rien, d'un sens certain de l'humour. Wayne Deloria Jr. y écrivait: « Il m'arrive d'être surpris par le mode de pensée des non-indiens. J'étais à Cleveland l'an dernier et je discutais de l'histoire américaine avec un non-indien. Il me dit qu'il était réellement désolé pour tout ce qui était arrivé aux Indiens, mais qu'il y avait de bonnes raisons à cela. Le continent devait se développer, et les Indiens se trouvant au travers de la route, il avait fallu les déplacer. Après tout, me disait-il, qu'avez-vous fait de cette terre quand elle vous appartenait ? Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, jusqu'à ce que j'apprenne plus tard que la rivière Cuyahoga, qui traverse Cleveland, était inflammable. De si grandes quantités de produits polluants y sont déversés que les habitants de Cleveland doivent prendre garde en été de ne pas y mettre feu. Songeant aux propos de mon ami non-indien, je me rangeai à son avis. Les Blancs avaient fait un formidable usage de cette terre. Combien d'Indiens, en effet, auraient imaginé rendre les rivières inflammables ? Le 9 novembre 1969, un événement spectaculaire attira l'attention sur les revendications des Indiens comme aucun autre ne l'avait fait auparavant. Il fit l'effet d'une bombe et annonça au monde entier que les Indiens étaient toujours vivants et bien décidés à se battre pour défendre leurs droits. Ce jour-là, avant l'aube, 78 Indiens débarquèrent sur l'île d'Alcatraz, dans la baie de San Francisco, pour investir les lieux. Alcatraz était une prison fédérale abandonnée, un lieu terrible et maudit, surnommé The Rock. En 1964, déjà, une poignée de jeunes Indiens l'avaient occupé pour y établir une université indienne, mais ils avaient été expulsés et personne n'en avait rien su. Cette fois-ci, ce fut différent. Le groupe était emmené par Richard Oakes, un Mohawk, qui dirigeait le département des études indiennes au Collège d'État de Chicago, et par Grace Thorpe, une indienne Sac et Fox, fille de Jim Thorpe, le fameux footballeur et athlète olympique indien. D'autres Indiens se joignirent au groupe d'origine, et fin novembre, quelques 600 Indiens, représentant 50 tribus différentes, vivaient à Alcatraz. Ils se baptisèrent « Indiens de toutes les tribus » et firent une déclaration publique intitulée « Nous tenons The Rock ». Ils y proposaient d'acheter Alcatraz avec des perles de verre et des chiffons de toile rouge, comme les Blancs l'avaient fait pour Manhattan environ 3 siècles auparavant. Ils ajoutaient: « Nous pensons que cette île que vous appelez Alcatraz est idéale pour recevoir une réserve indienne telle que les Blancs la conçoivent. En fait, nous pensons que cet endroit présente déjà toutes les caractéristiques des réserves indiennes. 1. Elle est éloignée de tout service et n'est desservie par aucun moyen de transport adéquat. 2. Il n'y a pas d'eau courante. 3. Les services sanitaires sont défectueux. 4. Pas de pétrole ou de minerais. 5. Pas d'industrie et donc un chômage très élevé. 6. Aucun service de santé. 7. Le sol est rocheux, impropre à toute culture, et il n'y a pas de gibier. 8. Pas d'équipement scolaire. 9. Il y a toujours eu surpopulation dans cette île. 10. La population a toujours été considérée comme prisonnière et tenue à une totale dépendance des autres. » Voyez le lien qui est fait ici entre la prison et ce que vivent les Indiens d'Amérique, colonisés par les Blancs venus d'Europe. Donc ça, c'était un extrait du chapitre 19, surprise. Je termine encore ma petite revue des
des chapitres 20, année 1970, tout va bien, où on voit que tout ne va pas si bien dans les années 70. C'est la fin de la guerre du Vietnam, c'est l'affaire du Watergate, c'est Nixon. Et puis, Jimmy Carter, qui va arriver, on en parle dans le chapitre 21, Carter, Reagan, Bush, le consensus bipartisan, qui montre bien qu'au fond, le pouvoir politique aux États-Unis est accaparé par deux partis qui sont assez proches l'un de l'autre, qu'il était du moins à ce moment-là. La question aujourd'hui peut-être est à reposer, je n'ai pas la réponse, mais dans les années 1980, Carter, Reagan, Bush, Carter, on se dit, voilà, un démocrate, il a reçu depuis le prix Nobel de la paix, c'est un millionnaire qui défend d'abord les riches, comme tous les présidents des États-Unis d'après Howard Zinn. 22, la résistance ignorée. Tous les combats qui continuent dans ces époques où on va durcir la politique contre ceux qui sont laissés de côté. L'époque Reagan, l'époque Bush sont des époques extrêmement violentes pour les syndicats, par exemple, ou pour tous ceux qui ne sont pas possesseurs d'argent. Et il y a une résistance qui apparaît, il y a une résistance, par exemple, à la guerre en Irak, où on en voit tuer des Américains, comme ça a été le cas au Vietnam. Chapitre 22, donc la résistance ignorée. Chapitre 23, la présidence Clinton et la crise démocratique, qui est très sévère avec Bill Clinton. Bill Clinton envoie un président qui a l'air d'être un réformateur, qui a l'air d'être quelqu'un d'ouvert au monde, et en fait, ça continue comme avant. 24, l'imminente révolte de la garde, qui montre une chose intéressante, c'est que l'espoir, du moins celui que Howard Zinn a à ce moment-là, au moment de presque conclure son livre, c'est que la révolte contre les élites qui accaparent les pouvoirs ne soit plus seulement celle des couches les plus populaires, des exclus, mais qu'elle touche aussi la classe moyenne. Alors ce que ne prévoit pas Howard Zinn, c'est que cette révolte, au fond, elle va s'exprimer par le vote non plus populaire, mais populiste pour un candidat comme Donald Trump, quelques années plus tard, qui, tout en étant lui-même issu de l'élite, et tout en étant lui-même un super riche et défendant durant toute sa présidence les super riches aussi, va manipuler ce sentiment de révolte populaire. Mais pas pour le bien du peuple, même si certains ont cru en ça et croient toujours. Post-scriptum sur les élections de 2000 et la guerre contre le terrorisme. Là aussi, le président Bush, fils élu en 2000, élu de manière tout à fait louche, puisque tout s'est décidé dans quelques bureaux de vote en Floride, État gouverné par le propre frère du président Bush, élu avec beaucoup moins de votes que son adversaire. Bref, une histoire qui reste assez peu claire et qu'il restera sans doute toujours. Et puis, évidemment, ensuite, les attentats du 11 septembre, et surtout la réponse à ces attentats, qui consiste à envoyer la puissance de frappe américaine détruire
des États. Aujourd'hui, on voit le résultat. C'est la décision notamment d'envoyer les troupes en Afghanistan. 20 ans plus tard, ces troupes reviennent défaites à nouveau. Et l'Afghanistan, ça a été finalement la même histoire que le Vietnam. Et l'un des messages importants de Howard Zinn, c'est ce message pacifiste qui consiste à dire arrêtons de dépenser des sommes considérables aux États-Unis, des sommes immenses pour entretenir une armée ultra puissante, mais une armée qui finalement ne protège pas les États-Unis. Cet argent pourrait servir à aider ceux qui ont besoin d'argent. Et cet argent existe. Il suffit de prendre là où on en met trop pour en mettre là où on n'en met pas assez. Voilà un parcours très rapide d'un livre qu'il faudrait et qu'il faudra reprendre, relire dans ses détails, creuser certains points pour bien comprendre ce pays qui, vu d'Europe, nous fascine à la fois par le rêve américain, mais aussi par le cauchemar américain. Voilà, c'était ce que je pouvais dire sur Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis de 1492.